Bonjour, donc François Hébert, je suis le chef du service risque à l'Adréal Normandie. Donc je vais vous faire une présentation qui a été préparée par le ministère de l'Environnement en France, donc plutôt par les personnes qui écrivent la loi et la grande stratégie nationale à Paris, mais qui n'ont pas pu se déplacer. Donc moi je suis plutôt le représentant au niveau régional, et donc je dirige un service qui s'occupe de la mise en œuvre en Normandie des politiques publiques en matière de prévention des risques, à la fois les risques industriels et aussi les risques naturels, dont les risques inondations, dont on va parler tout de suite. Alors, euh, le ministère avait préparé deux slides très rapides, mais qui ont été en grande partie reprises dans l'introduction pour vous resituer un peu l'état des lieux en France du risque inondation. Donc je vais juste reprendre le chiffre de 17 millions de personnes, donc à peu près une sur quatre, et 40% des emplois potentiellement impactés. Chiffre de 2011, chiffre que on reverrait peut-être à la hausse avec les hypothèses actuelles vu l'évolution de notre connaissance scientifique sur l'impact du réchauffement climatique. Bon, si on fait, disons, relativement simple, l'idée de la politique publique en matière de prévention des risques d'inondation, déjà, c'est que ce ne soit pas l'État qui soit le seul acteur. Vous avez évidemment un certain nombre de fonctions qui doivent être assurées par l'État, on va y revenir, mais vous avez un rôle important plus local des collectivités territoriales et c'est un peu l'objet de la journée d'aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de faire intervenir les acteurs moins institutionnels, les citoyens, mais aussi, par exemple, les entreprises, avec trois grands objectifs. Augmenter la sécurité des populations, améliorer les délais de retour à la normale après une inondation et limiter autant que possible les impacts, notamment financiers, mais aussi humains. Alors, comme souvent en matière d'environnement en Europe, il y a un cadre d'abord européen sur cette question avec la directive inondation. Et puis on va donc avoir ces cadres qui va se décliner plus nationalement, puis par bassin pertinent, donc avec plutôt les grands principes dans les textes de plus haut niveau et une adaptation de plus en plus fine au territoire à mesure qu'on descend. Donc vous voyez que l'idée, c'est plutôt d'essayer d'être sur des territoires avec une cohérence hydrographique. Ce que vous avez représenté sur les cartes que vous voyez à l'écran, ce sont les territoires qui sont identifiés avec les plus forts risques d'inondation. Donc ils ont été fixés par arrêté ministériel. Il y en a 124. Et sur ces 124 territoires, l'idée est que les collectivités puissent s'emparer, en étant accompagnées par l'État, de la question du risque inondation en mettant en place une stratégie de prévention de ce risque qu'on appelle les SLGRI parce qu'on aime bien les sigles. Voilà, alors elles ne sont pas toutes aussi avancées, mais vous voyez que ça couvre à peu près tout le territoire. Alors, pour répondre plus spécifiquement à la question, ce qu'on va demander dans le cadre de ces stratégies et des deux dispositifs que je vais présenter dans une minute, c'est d'essayer d'avoir une approche la plus globale possible. Donc ça commence déjà par connaître les aléas et les risques. Alors ça passe notamment par des cartographies que je vous montrerai plus tard. Les porter à connaissance à la fois des collectivités mais aussi plus généralement de la population pour que tout le monde soit informé. Essayer, quand c'est des phénomènes anticipables, ce qui est au moins en partie le cas pour les inondations, d'avoir des dispositifs de prévision. Et puis ensuite, vous avez essayé de limiter la vulnérabilité des territoires. Alors, il y a la vulnérabilité qu'on essaie déjà de ne pas augmenter, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas construire en zone d'inondation, par exemple.
Et puis, vous avez ce qui existe déjà. Et donc là, évidemment, on ne peut pas forcément aussi facilement agir qu'en amont de la construction. Et donc, vous avez des dispositifs, alors soit on va imposer des restrictions sur les usages, soit des travaux, ce genre de choses, pour, sans aller aussi loin que ce qu'on aurait pu faire en agissant en amont, quand même réduire la vulnérabilité. Alors, il y a deux grands dispositifs en France sur lesquels je souhaitais revenir. Le premier, qui n'est pas spécifique aux inondations, ça existe un peu sur tous les grands types de risques naturels, ce sont les plans de prévention des risques. Le plan de prévention des risques, l'idée, c'est donc ils sont prescrits par l'État. Ils sont basés sur une cartographie des inondations historiques et puis de modélisation selon un certain nombre d'hypothèses. Et on en déduit des cartes d'aléas que ensuite on porte à la connaissance de la collectivité. Et dans les zones où les aléas sont les plus forts, on va introduire un règlement qui va pouvoir aller jusqu'à interdire les nouvelles constructions ou certains types de nouvelles constructions. Ou alors, dans des zones où les aléas sont un peu moins forts, on va se contenter de prescrire soit des travaux, soit des limitations, sans interdire pour autant les usages. Donc ça, c'est réalisé en collaboration avec les collectivités, dans un processus qui se veut quand même assez transparent. Il y a une phase d'enquête publique, etc. C'est in fine validé par l'État et son représentant dans le département qui est le préfet. Et ensuite, c'est mis en œuvre par les collectivités, parce qu'en France, les collectivités, elles ont un de leurs rôles importants, c'est qu'elles ont des compétences en matière d'urbanisme au travers d'un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme, qu'elles revoient régulièrement, qui définit les règles de construction sur leur territoire. Et donc, elles doivent intégrer ce règlement dans leur plan local d'urbanisme. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, du réglementaire. L'autre grand dispositif, c'est les programmes d'action de prévention des inondations, donc les PAPI. Là, vous voyez que les territoires couverts sont de taille assez variable. Alors là, c'est plutôt censé être à l'initiative des collectivités, notamment dans les territoires à fort risque d'inondation dont on parlait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que l'État s'engage à subventionner des études, des travaux, etc., à la condition que la collectivité propose un plan qui soit basé sur une approche globale, donc tous les piliers que je vous ai mentionnés tout à l'heure, le développement de la connaissance, l'information du public, la culture du risque, la prévision et la réduction de la vulnérabilité. Donc voilà, sous la réserve d'avoir une approche cohérente et globale qui joue sur tous les leviers, l'État va s'engager à subventionner ce qui peut être fait par la collectivité. Et elle va le faire au travers d'un fonds, dont je vais dire deux mots, qui est le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui est le grand outil financier de l'administration en matière de risques naturels. L'idée, c'est alimenté par une taxe sur les contrats d'assurance. Et donc, ça permet de financer tout un tas d'opérations, qui sont cadrées en termes de cahier des charges par le niveau national. Et donc qui est l'un des grands leviers financiers, notamment pour ces dispositifs-là. Good morning, everybody. Can you hear me okay? Yeah. My name is David Goff, and we're doing a double act. Paul Cobbing, unfortunately, our chief executive of the NFF, couldn't be here. He's suffering from COVID, so if he's listening in, hope you're getting better, Paul. Title is NFF, but I don't actually work for the NFF. I live in Kent, and I have been flooded. And I am responsible for the local parish. I'm also a flood warden, and I run lots of flood groups, and I'm involved with lots of different committees, but more on that later. But I just thought it gives the background to it. And I'm delighted to be here this morning. So first of all, I'm going to hand over to Sanjay, who's going to take you through the first 3 or 4 slides. Thank you, David. And good morning, everyone. And apologies again that Paul couldn't make it, as David mentioned. So we'll do the best we can going through Paul's slides and his presentation.
on flood risk governance. Just a little bit of background in terms of policy principles that underlie our flood risk. We have something which is called the National Flood and Coastal Erosion Risk Management Strategy in England, which has recently been updated and published. And this strategy sets out specific objectives that it's looking at to try and combat the flood risk within England and Wales. Scotland is separate in relation to its strategy. One of the things that we're looking at here is a nation that's ready for and resilient to flooding and coastal change, not only today but also looking towards the future and thinking long term towards the year 2100 as well. One of the key concepts that's come out recently from that FCRM strategy is looking at making places more climate resilient. So with the onset of adapting to the ever-changing climate, we need to start to try and make our towns, cities, villages who are already at flood risk more resilient. And that includes thinking about the growth and infrastructure as well that is bedded into that. A lot of the time when thinking of flood risk and looking at solutions to that flood risk, there are thoughts taken and considerations for climate change and how we adapt to that. So most flood risk projects do add climate change plus 25-year change in relation to how they can protect and how they can help make places more resilient. There is a big emphasis now in the recent strategy on making the nation and flooded people respond and adapt to that. We have many risks of flooding within the UK, so we do have from coastal flooding to main river, but we have seen a large increase and rise in surface water flooding as well, and also other types of flooding such as groundwater flooding. So the flood risk has increased. We are looking at how we can combat it, and this risk management strategy does focus on how we can adapt, especially to the changing climate. So I think some of the strategic objectives that we think are important, especially to what the National Flood Forum do, is thinking about how impact of flooding and potential changes on that coast will affect people's lives and livelihoods. As Katia mentioned in her introduction, we know that there are many people at risk of flooding within the UK, 1 in 6 households as mentioned. We have a lot of areas within the UK now that maybe not have had flooded in the past but have experienced flooding recently. Just before we came here to this week, we had some strong scale storms and lots of localised flooding, which was Main River this time, but ourselves we find a lot of flooding that happens day in, day out throughout the year through intense rainfall events. We now tend to have stronger, if we've had a wet winter, we also then have intense rainfall events in the summer as well, which compound it. So that strategic objective is looking at trying to make sure that we understand how these impacts are affecting people and how we can take action. Also, that includes between now and 2030, people will need to receive information and support on how they need to transform and better prepare to those responses to flooding and coastal change. There is an emphasis at the moment in terms of legislation looking to incorporate initiatives such as Build Back Better, trying to ensure that we are more resilient and we do think about where we are building and developing in areas that might be on a floodplain or close to a floodplain. We are trying to reduce those impacts. It's very important, I think, also to emphasise that these events are becoming more frequent and there's a lot of communities that are affected by that. Again, between now and 2030, the strategic objective outlines businesses will need support and they will need those to be involved in recovery from flooding so they can get back to what's perceived normal afterwards. We know at the National Flood Forum that it takes anywhere between 6 to 18 months for somebody to recover after their flood event. There are some people in certain cases that do not get back into their homes after a flood up to nearly 2 years after the event through various issues with their insurance, various issues with reinstatement. It's a very long-standing process. And I think the drive now needs to be to understand the mental and social and physical impacts on people and communities within that. And these strategic objectives and this flood risk management strategy is now starting to incorporate that within their policy.
I think leading on from that, one of the things that we've seen is that there is now a drive, and one of them is by December 2021, National Flood Forum and the Environment Agency will develop a network of community-led flood groups and volunteers, and this network will facilitate that peer-to-peer learning. I will touch upon in the next session about what we do and how communities on the ground work and how they work in partnership with flood risk management authorities. But it's very positive to see that within that flood and coastal erosion risk management strategy action plan, there is now specifics on how to ensure that it's community-led, how it's ensuring that communities are engaged and communities are driving and are at the forefront of making sure that their flood risk management is dealt with. Again, by this April, the Department for Education is looking with support from the Environment Agency to promote flood awareness in schools in England. They'll also encourage schools to sign up to flood warnings and create flood plans. But I think the key note for us at the National Flood Forum as well is that it's that engagement, but also the empowerment of communities to be able to proactively manage and work in partnership with their flood risk. There are certain things communities can do, there are certain things they can't do, but the working within partnership with each other is very important. Again, from the opening statement this morning, we also in England have quite a complex situation of who manages flood risk and what authorities, and I'm going to hand over to David, who's going to explain a little bit about that, and also from his point of view as somebody who's been flooded and was within that community. Yes, the other thing I didn't say, I'm a trustee, a board of the National Flood Forum. If we can get the slide up, you will see that there's so many different people involved in the process of flooding, which is also very complex. When we talk about a top-down approach, we talk about a bottom-up approach, and we have to get the balance right. The government sets the directives, then we've got the Environment Agency, who are working on main rivers. Then we have got internal drainage boards in some parts of the country where they're dealing with low-lying areas. They play a crucial role, and they get funding from ratepayers and landowners. They play an important